Bonjour et bienvenue à cette capsule 1 du cours 3 qui est en lien avec la méthodologie. Alors, dans cette capsule, l'objectif, c'est de vous montrer certains thèmes de méthodologie qui vont vous aider à procéder avec votre travail de groupe. Alors, on va couvrir quelques instructions clés en soutien à votre analyse organisationnelle que vous devrez remettre à la fin du cours. On va aborder la collecte de données nécessaires pour le travail et certains conseils pour la collecte de données. Premièrement, votre travail d'équipe, c'est une analyse organisationnelle. Alors, voici les objectifs pour le travail. Alors, premièrement, comme avec l'analyse de cas, vous allez devoir savoir repérer les éléments d'une organisation et de la méthode d'étude de cas. Alors, ça veut dire que à travers la collecte de données que vous allez devoir faire, vous allez devoir repérer ces éléments. Alors, la différence, c'est que dans une étude de cas, c'est à travers un certain nombre de pages, vous lisez, vous repérez. Maintenant, c'est à vous d'aller rechercher ces données par vous-même. Alors, il faut élaborer votre stratégie pour aller collecter ces informations. Alors, il faut identifier l'information dont vous avez besoin et aller les rechercher. Ensuite, analyser les composantes organisationnelles qui semblent disparates, mais pour comprendre les connexions. Parce que ce que vous avez vu et ce que vous allez voir au cours des 3 prochaines semaines, c'est qu'une organisation, c'est un système de composantes et les composantes, ils ont des liens complexes entre eux et on ne peut pas analyser une composante sans comprendre ses interconnexions et ses influences sur les autres composantes de l'organisation. Alors, savoir analyser les composantes dans l'ensemble et dans le fond, quelle est l'influence de ces composantes-là dans l'ensemble de l'organisation. Transférer des concepts de gestion et d'administration. Alors, pendant le cours, vous avez appris des concepts d'administration et de gestion. Vous devez être capable de les transférer dans la situation réelle. Ça veut dire repérer les éléments d'étude de cas et transférer les concepts que nous avons appris pendant le cours. Comprendre comment s'organisent les activités et ressources d'une organisation sociale pour atteindre ses objectifs. Alors, sûr que chacune des organisations sociales est très unique dans la façon dont elle organise ses activités parce que ça dépend des parties prenantes impliquées, ça dépend de sa mission sociale, ça dépend de la manière dont elle se finance, ça dépend de la manière dont elle organise ses ressources humaines, ses ressources physiques, etc. Alors, étant donné que chaque organisation est très unique dans sa structure, c'est de comprendre comment l'organisation que vous allez avoir choisie organise ses activités et ses ressources afin d'atteindre ses objectifs et sa mission. Ensuite, un autre objectif, c'est d'être capable de synthétiser une situation organisationnelle. Alors, l'analyse que vous faites de l'organisation afin de pouvoir faire des recommandations que vous aurez réfléchies à la lumière des concepts qu'on aura couverts en classe. Et développer une méthodologie de recherche qui est structurée. Alors, savoir pourquoi vous faites certains choix et pourquoi vous avez abandonné certains choix. Alors, parfois, faut aussi savoir argumenter. Alors, ce n'est pas seulement parce que on avait le goût, des fois oui, parce qu'il y a une méthode qui nous intéresse plus, mais pourquoi cette méthode-là, elle est intéressante pour ce qu'on essaie de faire. Alors, il faut aussi qu'elle soit justifiée et justifiable. Alors, je vous demande pour notre projet de choisir 2 stratégies de collecte de données sur 3. Alors, je vous offre 3 stratégies de collecte de données. Vous en choisissez 2. Alors, dans le fond, la première, c'est l'entrevue semi-dirigée. La deuxième, c'est l'observation directe. La troisième, c'est la collecte de documents. C'est sûr que vous pouvez regarder aussi les données secondaires qui sont toujours disponibles avant même de
regarder quelles des deux stratégies vous allez choisir. S'il y a beaucoup de données secondaires sur votre organisation ou son secteur d'activité, ça pourrait peut-être influencer la stratégie que vous allez choisir. Ça, c'est un guide méthodologique que j'aime bien quand je structure ma méthode. Alors, je regarde si ma méthode est en lien avec l'angle de recherche, la question de recherche du projet. Alors, est-ce que la méthodologie que j'utilise, elle va m'aider à répondre à ma question ou mon angle de recherche? Est-ce que les données sont accessibles et les données accessibles vont m'aider à répondre à la question de recherche? Alors, est-ce que les données qui seront accessibles à travers la méthode utilisée, dans le fond, vont m'aider à soutenir mon angle de recherche, ma question de recherche? Le troisième, c'est le cadre théorique. OK? Alors, est-ce que mon cadre théorique m'aide à comprendre ma question de recherche et va m'aider à comprendre les données que j'aurai recueillies avec la méthode utilisée? Dans notre projet, je ne vous demande pas de choisir un cadre théorique. Je sais que vous l'avez vu, cette section, dans un cours précédemment, mais c'est important de savoir que dans la section cadre théorique, ça, c'est vous partez, dans le fond, faire votre analyse avec un bagage de lecture que vous avez fait sur l'organisation sociale et sur la gestion d'une organisation sociale. Alors, ça veut dire que quand vous voyez des données, il faut quand même que vous les lisiez, vous les regardiez au regard de des connaissances que vous avez acquis. Vous avez acquis certaines connaissances pendant votre programme, pendant votre parcours, et les données, il faut quand même les regarder avec votre œil personnalisé, mais aussi au regard des concepts que vous avez appris. Alors, les étapes recommandées pour le travail d'équipe, c'est de premièrement sélectionner ensemble une organisation sociale et le faire approuver par moi. OK? Alors, ça se peut que vous ayez travaillé déjà à une organisation sociale avec un autre enseignant pendant votre programme et vous pouvez poursuivre dans cette lignée-là et aller plus en profondeur avec la même organisation. Ou si vous voulez varier pour pouvoir avoir plus de polyvalence dans votre connaissance des organisations et de leur activité et leur gestion, vous pouvez aussi choisir une autre organisation. Alors, c'est soit d'aller plus en profondeur, être plus spécialisé, ou aller vers la diversité, puis avoir un peu plus de polyvalence dans notre connaissance des organisations. Alors, la deuxième étape, c'est d'évaluer l'angle d'analyse, votre question de recherche. OK? Votre question de recherche peut être un peu vaste parfois. Alors, parfois, je vais l'appeler l'angle d'analyse parce que ça se peut que vous partiez faire votre recherche avec une question de recherche qui soit un petit peu vaste encore. Alors, évaluez si l'angle d'analyse et les données secondaires possiblement disponibles, OK, pour votre projet. Alors, voyez ce qui est disponible déjà avant de vous mettre au travail. Et compte tenu des données secondaires disponibles et de la recherche que vous allez faire, établir la stratégie de collecte de données. OK? C'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a avant d'aller collecter du nouveau travail. Il ne faut pas réinventer la roue. Alors, regardez ce qui est disponible, puis après, établissez votre stratégie de collecte de données. Ensuite, assignez des rôles dans l'équipe, parce que je sais qu'il y a des complexités à travailler en équipe, surtout que vous avez seulement 3 semaines, mais travail d'équipe, c'est essentiel dans l'innovation sociale, c'est essentiel en gestion. Il n'y a pas beaucoup mais je pense que c'est très unique les possibilités de ne pas travailler en équipe dans la société. Et en innovation sociale, c'est impossible, malheureusement. Alors, c'est vraiment une aptitude qui est essentielle. Alors, assigner des rôles pour l'équipe, ça peut nous aider à faciliter la tâche. Par exemple,
l'entrevue, la prise de notes, la recherche de données secondaires, la compilation, l'observation directe. OK, alors ça peut déjà faciliter le travail, OK, du départ. Moi, je dirais de faire des rencontres pas trop souvent pour laisser le temps de faire un travail, mais au moins 1 à 2 par semaine. OK, à la semaine 2, je vous demanderais d'en faire une autre quand même pour faire une rencontre, pour regarder le progrès que vous faites, puis discuter de vos apprentissages, OK? Parce que des fois, c'est pas juste en lisant ce que les autres ont fait, mais en faisant émerger à travers des discussions, les accords, les désaccords, puis les apprentissages généraux. Puis après ça, rediriger, si nécessaire, certains angles de collecte de données et aussi planifier le travail, OK? Vous pouvez déjà, à ce moment-là, commencer à planifier le travail, puis assigner possiblement des nouveaux rôles. Si la collecte de données est déjà terminée, vous pouvez déjà assigner des rôles sur comment vous allez rédiger et organiser vos idées. Alors, discuter de vos découvertes et de la meilleure manière de les présenter. Alors, même s'il y a dans le fond, une organisation assez structurée d'un travail, la manière dont les arguments vont être montés, l'histoire, de la manière dont vous allez la raconter, ça, c'est unique à vous. OK? On ne va pas choisir les arguments pour vous. On ne va pas choisir quels éléments, quelles citations d'une entrevue ou quelle citation d'un document on va choisir. C'est vous qui allez choisir ça pour quel argument. Qu'est-ce que vous essayez de nous apprendre, puis qu'est-ce que vous allez choisir pour argumenter, OK, pour nous apprendre quelque chose. Alors, dans le fond, quand vous allez présenter votre rapport, il va y avoir quand même une introduction où vous présentez votre recherche, votre méthodologie, votre analyse, vos découvertes et vos recommandations. Alors, l'évaluation, bon, c'est 5 points pour la présentation. Alors, la qualité et la clarté de la présentation du rapport. 10 points pour la méthodologie. Alors, la rigueur méthodologique, la qualité des choix en rapport avec l'angle d'analyse et la disponibilité des données pour votre projet. Alors, c'est sûr que vous n'êtes pas noté selon la disponibilité, mais qu'est-ce que vous avez fait compte tenu de la disponibilité? Et l'analyse, c'est 25 %. Alors, la moitié de vos points vont sur l'analyse. Alors, l'analyse, c'est vraiment la profondeur, la réflexion, la qualité de l'analyse, l'habilité à transférer des concepts du cours au projet et la maîtrise des modèles d'analyse que vous avez vus en classe. Et un 10 % sur la recommandation et conclusion. Alors, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que sont de qualité au regard de l'analyse? Ça veut dire que les recommandations ne devraient pas être tellement surprenantes de l'analyse, ça devrait découler comme une histoire. Puis, est-ce que la conclusion est cohérente au regard de ce que vous étiez mis comme objet d'étude au départ? Puis, est-ce qu'il y a des limites établies à votre analyse? Par exemple, le fait, par exemple, que certaines données étaient inexistantes ou pas là, ou peut-être que l'organisation est nouvelle, alors ça fait pas longtemps qu'ils existent. Alors, il peut y avoir certaines limites que vous pouvez établir. Alors, la stratégie numéro 1, c'est l'entrevue semi-dirigée que vous avez déjà vue avec un autre enseignant. Alors, l'entrevue semi-dirigée, c'est, dans le fond, il s'agit de planifier le type d'information recherchée quand vous allez aller en entrevue, OK, pour pouvoir planifier votre entrevue. Alors, une entrevue semi-dirigée, c'est une entrevue qui a une certaine structure. Vous savez quel genre d'informations vous voulez aller rechercher. Vous n'allez pas là sans planification, mais vous voulez conserver la flexibilité. Ce n'est pas un questionnaire que vous conservez à la lettre. Vous pouvez rajouter des questions, en sauter si dans les premiers 10 minutes, vous avez répondu à 2 questions en une, mais vous ne reposez pas la même question. Alors, vous êtes un peu flexible sur le mode d'entrevue. Et vous identifiez le répondant pouvant contribuer dans l'organisation. Alors,
c'est qui le meilleur répondant qui pourrait vous aider. Puis vous préparez un guide d'entrevue et une invitation pour l'entrevue. Et si vous pouvez demander l'autorisation d'enregistrer l'entretien à l'avance et vous redemander l'autorisation au moment de l'entrevue. Et à vous assigner des rôles pour l'équipe. Est-ce qu'il y en a un qui va être le gardien du temps, prendre des notes, poser des questions, tout ça. Alors, dans le guide d'entrevue, il faut se poser la question, c'est quoi nos objectifs d'entrevue? Alors, c'est quoi les informations qu'on va avoir besoin d'aller chercher? Avant tout, parce que souvent, on ne se pose pas nécessairement, si on n'a pas un bon objectif, de quel type d'information on va aller chercher, ben les questions nécessairement ne vont pas bien découler. Puis aussi, il faut ordonner les questions pour que l'entrevue soit naturelle, le plus naturelle possible, puis optimiser la qualité. Dire pas trop long, parce que là, ça se peut qu'il y ait une baisse d'énergie. Puis aussi pour pouvoir aussi gagner la confiance. Il y a des questions, nous, on ne va pas poser des questions qui sont délicates. Okay, ce n'est pas le but de notre entrevue. Mais même une question, par exemple, quelle est la nature de votre situation financière? Si vous posez cette question-là comme première question à un gestionnaire, il va peut-être se sentir refermé, il va se sentir, il va avoir peut-être une froideur. Il y a un côté très humain à l'entrevue. Alors, si on le met, par exemple, en mi-parcours ou à la fin de vers la fin de l'entrevue, ben, la confiance et la discussion est établie. Alors, c'est beaucoup plus naturel que si on met une question comme ça en début de parcours. Alors, pensez à des questions d'ouverture qui sont plus générales. Pensez à un réchauffement. OK? Alors, pensez à des questions d'ouverture qui vont quand même vous donner de l'information que vous avez besoin. Alors, ça peut être sur les activités. Okay, quelles sont vos activités? Okay, quels sont vos bénéficiaires? Ou décrivez-nous comment vos activités contribuent au service à la communauté. En tout cas, vous pouvez formuler comme vous voulez, mais il faut que ce soit des questions plutôt ouvertes, pas super spécifiques, puis ou qui vont contribuer à répondre à vos questions. Ensuite, on a une ou deux questions d'ouverture, puis après, on va dans les questions qui sont beaucoup plus spécifiques. Puis, vous pouvez les assigner directement, les questions, à des thèmes que vous voulez couvrir. Okay? Pour garder en tête, mais si je veux couvrir certains thèmes, peut-être qu'il y a une question qui va couvrir 4 thèmes, mais je m'assure que mes questions couvrent les thèmes que je veux aborder. Et j'ai des questions de fermeture, comme ça, si jamais il y a des choses qui n'ont pas bien été couvertes, mais ça me permet de retourner sur des petits détails. Puis aussi, ça me permet de clore l'entrevue. Alors, des questions aussi comme, par exemple, si par exemple dans l'entrevue, ils vous ont parlé de certaines choses, puis que ça allait couper le rythme de l'entrevue, peut-être que vous pouvez garder certaines de ces sous-questions-là pendant la fin. Vous m'aviez parlé de telle chose, j'aimerais revenir là-dessus, ou vous m'aviez parlé d'un document, d'un procédurier qui vous aide à prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que vous avez ce procédurier-là? Est-ce que ça vous aimeriez le partager avec nous? Est-ce que vous avez le droit? Alors, ici, vous pouvez avoir une question de fermeture sur les documents, même si vous n'avez pas parlé de documents. Vous pouvez dire, on fait une recherche documentaire. Est-ce qu'il y a des documents que vous nous permetteriez de partager, de prendre pour notre étude, des documents de nature non confidentielle? Idéalement, pour notre analyse, on va s'en tenir à des documents non confidentiels. Alors, favoriser les questions ouvertes. OK? Alors, question, pouvez-vous décrire? Avez-vous un exemple? Comment vos bénéficiaires décriraient ceci? Comment vos employés vous décriraient? Des choses comme ça. OK? Mais essayez de ne pas avoir des questions qui vont finir par oui ou non. Parce que vous avez quelqu'un qui parle beaucoup, ben, ça ne va rien changer. Si vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ben, ça va briser le rythme. OK? Vous pouvez aussi préparer des sous-questions. OK? Des sous-questions, par exemple, si par exemple, on dit
comment vos employés vous décriraient en termes de gestionnaire. Puis là, on laisse la personne. Ou, par exemple, pouvez-vous nous décrire un exemple de vous, de résolution de problème? Par exemple, une sous-question pourrait être, par exemple, une question par rapport à son style de gestion. On écoute activement ce que la personne nous dit. Puis s'il y a des éléments qui n'ont pas ressorti, par exemple le style de gestion de la personne, le style de communication, la gestion des parties prenantes, on peut le mettre en sous-question, les lister, les éléments qu'on veut absolument avoir pour le faire ressortir en sous-question. Par exemple, si je vous donne l'exemple, éviter les questions qui influencent également. Par exemple, pouvez-vous nous décrire vos défis financiers? Défis, ça incite déjà à dire qu'il y a des difficultés. On sait qu'il y a probablement qu'ils ont des difficultés, mais on ne veut pas les inciter vers seulement les difficultés, par exemple. Vous pourriez poser une question, pouvez-vous nous décrire la manière dont vous financez vos activités? Et là, si vous voulez savoir les défis financiers, vous pourriez avoir des sous-questions listées, de dire, bon, j'écoute la question, mais si ça ne ressort pas, je vais lui demander, mais est-ce qu'il y a des défis particuliers de financement? Est-ce que vous avez des atouts en tant qu'organisation pour le financement? Est-ce que vous êtes dépendant du financement ou à certaines formes en particulier? Okay, alors ça peut être des sous-questions que vous vous mettez d'avance pour ne pas oublier de les faire. Alors, une fois que c'est fait, vous compilez, vous pouvez transcrire, vous synthétisez les éléments que vous croyez sont très clés. Vous pouvez faire des comparaisons sur des segments, des réponses des fois, qui peuvent sembler se contredire. Et vous pouvez croiser avec les autres formes de collecte de données que vous avez. Alors, pouvoir faire par exemple des croisements entre l'entrevue et des documents, par exemple, de l'information que la personne vous a dit, puis un procès-verbal, par exemple, ça peut être intéressant, ou le site web et ce que la personne nous a dit. Alors, la collecte de documents. Alors, ça, c'est vraiment des fois un peu disparate. On a des documents de toutes sortes. Alors, des documents qui contribuent à la compréhension de l'angle de recherche. Alors, ça et des documents qui contribuent à la compréhension de l'organisation, ses activités, comment elle s'organise, comment l'organisation prend des décisions. Des fois, on peut voir certaines incongruences qui peuvent être intéressantes. On peut se dire, ah, c'est bizarre, je n'aurais pas cru ça de l'organisation, compte tenu de son identité, ses valeurs et tout ça. Puis certaines incongruences ont peu d'incidence sur l'identité. OK? Des fois, c'est intéressant, mais des fois aussi, il faut en laisser, hein, parce que comme une personne, des fois, on a une valeur, puis on n'agit pas à tout moment de notre vie selon nos valeurs. Il y a plein de choses qui arrivent qui fait qu'à un moment donné, on peut agir pas en lien avec nos valeurs. Une organisation, des fois, ils font des erreurs, ils apprennent. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est tombé entre les craques du tapis. Alors, des fois, il y a des petites incongruences dans les documents, puis ça ne change pas leur identité pour autant, mais il peut y avoir des incongruences qui sont intéressantes si on voit qu'il y a un petit peu de matière derrière, OK? S'il y a, mettons, des discussions, des débats qui ont mené à une incongruence, par exemple. Alors, une décision qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'ils croient, ça pourrait être incongruent. Puis, s'il y a un débat autour de ça, ça peut être intéressant. Mais si c'est une erreur de parcours qui est arrivée, qui est anodine, mais peut-être être intéressant, peut-être ça ne l'est pas. C'est vraiment de l'interpréter. Puis, c'est pour ça qu'on vous demande des fois plusieurs sources de données pour regarder l'influence de certains éléments. On va se concentrer, nous, sur les documents d'ordre public parce qu'on ne veut pas vraiment aller dans les documents d'ordre confidentiel, mais si vous aviez à traiter des documents d'ordre confidentiel, il faut les traiter vraiment avec délicatesse et professionnalisme. Hein. Et s'il y en a, il va falloir qu'ils vont vous demander de signer des ententes de confidentialité, mais je vous demanderai pour notre travail de contenter des documents d'ordre public ou des documents que les répondants pourraient vous envoyer.
Alors, certains documents, ça peut être des procès-verbaux qui sont sur le site web ou sur le web, des ordres du jour, des communiqués de presse. Alors, l'observation directe, c'est celle qui a l'air la plus facile, mais qui en réalité requiert un peu de travail. Il y a une différence entre dire j'ai observé, puis avoir fait une observation qui est jugée crédible. Alors, il y a plusieurs types d'observations, mais je vous propose 3 types d'observations possibles, surtout en contexte pandémique. Alors, l'observation directe des acteurs. Alors, l'observation des activités. OK, comment se produisent les activités. L'observation des décisions. Les processus décisionnels, comment ça se passe. L'observation des comportements, l'organisation du travail, des processus physiques ou virtuels. OK? Ça veut dire que si vous êtes capable d'aller dans l'organisation, parce que c'est ouvert, ben, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable, ben, ça se peut que vous soyez capable d'observer certaines activités virtuellement. Comment ça se déroule en faisant vous-même partie des activités virtuelles de l'organisation. Alors, vous pouvez vous inscrire et participer à certaines activités et observer comment ça se passe. Vous pouvez observer des capsules, des fois, que les organisations font, des mini-conférences pour regarder comment ils communiquent avec les bénéficiaires ou les membres de la communauté. Alors, ça, c'est de l'observation. L'observation du narratif visuel. Okay, alors, c'est vraiment plus les immeubles. Qu'est-ce que ça nous dit? L'aménagement des espaces. Ce qui est visuellement. OK, alors, les objets, les artefacts, est-ce qu'ils mettent les peintures des bénéficiaires sur les murs? Quel mur? À quelle place? Comment c'est aménagé l'espace ou comment c'est aménagé les services aux bénéficiaires? OK? Puis, tout dépendant du narratif visuel que vous allez observer, mais ça peut être virtuel, comme justement sur Instagram. Ça se peut qu'ils ont changé, mettons, la publication de dessins ou d'art des bénéficiaires sur une plateforme comme Instagram, plutôt que avant, c'était peut-être dans une salle. Alors, peut-être qu'ils ont réaménagé, dans le fond, la façon de faire leur activité. Et l'observation du narratif sonore, ben, c'est plutôt, est-ce que c'est bruyant? Est-ce qu'il utilise de la musique, des sons, des tons? Alors, qu'est-ce qu'on peut décrire comme expérience? Alors, dans le fond, c'est beaucoup expérientiel, l'observation. Alors, vous allez décrire comme expérience en essayant, vous êtes partie prenante du processus, mais quand même en étant un peu distant dans votre prise de notes pour assurer quand même que vous ayez une richesse dans ce que vous apportez. Alors, vous devez tenir un journal de bord, OK? Détaillé et crédible des éléments que vous observez avec les dates. Alors, c'est pas juste de « moi, j'ai participé à cet événement-là et c'est ça que j'en ai ressorti ». L'observation, c'est quand même assez exigeant dans cette mesure-là, mais ça peut être très intéressant comme source d'information, surtout en contexte pandémique, où ça se peut que vous puissiez participer, par exemple, à des événements en ligne, puis pouvoir observer la manière dont les activités se produisent. Alors, les éléments d'observation doivent être aussi suffisamment riches pour permettre aux lecteurs ou lectrices d'en faire une lecture crédible et éclairée. Ça veut dire que ça, vous décrivez, OK, puis il faut que ça soit crédible pour qu'un lecteur puisse lire et dire « Ah oui, moi, je crois que la personne a fait ça, est allée là. » Il me décrit en suffisamment de détails pour pouvoir penser que j'y assiste aussi et pour pouvoir me faire une idée du contexte. OK, alors, et pour apprendre quelque chose. OK, alors, c'est vraiment de faire une description assez crédible des événements et des activités. Alors, pour le journal de bord, habituellement, vous avez une colonne qui est beaucoup plus sur les notes de votre observation, puis un commentaire qui est sur votre commentaire. Alors, vous essayez, alors c'est très interprétatif, ça veut dire qu'on veut que vous commentiez, mais
faut quand même distinguer la portion qui est un peu plus l'observation directe, puis après ça, la portion qui est plus sur votre perception de ce qui se passe. Okay? Des notes, soit par rapport à des concepts qu'on a vus en classe, des liens que vous faites, des apprentissages que vous en tirez, puis les notes sur ce qui se passe en ce moment. Okay? Puis la date avec l'élément que vous observez. Alors, voilà. Si vous avez des questions, on s'en reparle en classe. Bon projet!